Bonjour et bienvenue dans notre émission dédiée au trésor de banlieue. Ici, dans la halle des Grésillons, sur près de 3000 m2, sont exposées plus de 260 œuvres prêtées par 53 villes et conseils départementaux de banlieue. À la fois inédite et exceptionnelle, cette exposition prouve que la culture se vit aussi et surtout en banlieue. Pour découvrir quelques-uns de ces trésors, on vous propose des reportages, deux rencontres et surtout une déambulation avec Noël Corret, le commissaire de l'exposition. Pour vous attirer, vous séduire et surtout pour vous donner envie de venir, on lui a demandé de choisir 7 œuvres, une par thème. Alors Noël, dur de choisir parmi tant de richesses, comment avez-vous fait ? C'était un choix cornélien en fait, parce que toutes les œuvres non pas se valent, mais ont leur importance dans l'exposition. C'est un peu comme un château de dominos, si on en retire une, tout le château s'écroule. Donc toutes les œuvres ont leur importance. Et j'ai choisi celles qui étaient pour moi les plus bavardes, les plus emblématiques, celles qui étaient porteuses de sens par rapport aux 7 thématiques qui traversent cette exposition. Et donc la première, celle qui accueille le public, bien sûr, vers laquelle le premier thème que vous avez choisi, c'est témoigner de son temps par tous les moyens de l'art. Et donc c'est celui de l'entrée, c'est celui qui accueille les visiteurs, les délégués. Les délégués de Boris Stassliski. Donc c'est une œuvre. Je vous laisse le prononcer. Voilà, merci. Donc œuvre très importante qu'il réalise en 1948, c'est-à-dire 4 ans après sa sortie, le fait qu'il quitte le camp de concentration de Buchenwald. Et tout de suite, Boris Stassliski, compagnon du Parti communiste, se situe sur le front gauche de l'art et va témoigner de la noblesse ouvrière, de la fraternité ouvrière. Là, nous sommes donc dans l'usine Ordenin, dans ce bassin de la sidérurgie, où vous voyez 4 délégués syndicaux tenant leur... Vous voyez, il tient sa tenaille comme on tient presque un bazooka, donc devant gardien d'une forteresse ouvrière, devant lesquels il pose comme ça, avec toute cette noblesse dont il témoigne. Et je trouve qu'ils sont emblématiques, comme s'ils protégeaient un peu cette exposition, comme s'ils étaient un peu les sentinelles des trésors de banlieue. Et donc voilà, c'est cet accueil que j'ai voulu privilégier par la mémoire ouvrière de ces 4 sidérurgistes qui nous accueillent et qui semblent voir défiler tous les visiteurs qui pénètrent dans ce lieu. Alors, autre particularité de cette exposition, beaucoup d'œuvres sont présentées dans des conteneurs, il y en a 15 et ils sont arrivés à la fin de l'été. Il est très tôt ce matin d'août, lorsque le ballet des conteneurs commence. Ils rentrent 2 par 2 dans la halle des Grésillons. Ils sont au nombre de 17, 15 pour exposer les œuvres, 2 qui servent de local technique. Mais tous ont un point commun. Les containers, eux, ils ont voyagé de par le monde, parce que c'est des containers, ce qu'on appelle dernier voyage, donc ils sont en fin de vie, mais ils ont été découpés et aménagés en Bretagne. Les 2 mois d'été auront été nécessaires à leur aménagement. Créer des grandes ouvertures pour installer les œuvres et passer une couche de peinture rouge. Et pour 3 containers, on a à installer tout ce qui est contrôle d'hygrométrie de température, puisqu'on a certains containers qui sont fermés avec des vitres pour les œuvres là aussi les plus sensibles, pour assurer une régularité de l'atmosphère et de la température. Après 3 jours de déménagement, la deuxième étape de l'installation de Trésors de banlieue débute. L'expo a connu un succès relativement inattendu au niveau des prêteurs. On était parti sur environ 150 à 200 œuvres. On en a 270 et on a dû en éliminer beaucoup. La valse des œuvres s'est étalée jusqu'à fin septembre. Et maintenant, tout est prêt. Bruno Charza, vous faites partie du collectif Au fond à gauche. Vous êtes l'un des 2 scénographes qui a mis en scène cette exposition. D'où vient cette idée de mettre des œuvres dans des conteneurs ? Alors les conteneurs, ils ont 3 particularités. C'est que c'est à la fois un signe, un volume et un espace. Un signe ? Un signe, le conteneur, c'est un signe. En particulier à Gennevilliers, c'est le symbole du port de Gennevilliers. Et donc nous, ça nous intéressait d'utiliser ce signe comme étant l'élément identitaire de cette exposition. Après, le conteneur, c'est aussi un volume dans lequel on pouvait mettre les œuvres et donc les protéger de l'environnement de la halle. Et un espace, ça permettait justement d'organiser les contenus selon la logique des thématiques du commissaire. Pourquoi rouge ? Alors rouge, parce que dans l'espace, déjà, il y a un rappel de cette couleur qui est présent. Et puis c'est aussi une évocation de l'histoire des banlieues, parce que historiquement, les banlieues ont eu cette appellation de banlieue rouge, et ça nous semblait
pertinent de ramener cette dimension historique dans l'exposition. Vous aviez envie de faire passer un message précis en plus d'utiliser ces conteneurs? Moi, je trouve intéressant de pouvoir toujours relier deux mondes. Et là, on a le monde du travail, le monde industriel, qui côtoie le monde de l'art. Et je trouve que cet échange entre ces deux univers formels est intéressant. Ceux qui sont ouverts sont abrités, on va dire, de la lumière et on va dire, d'éventuelles agressions extérieures. Ça permet aussi une certaine mise à distance. Ceux qui sont derrière des vitrines, eux, sont contrôlés hygrométriquement et du coup, on peut arriver à maintenir une température constante. Merci Bruno. On découvre le deuxième thème de l'exposition qui concerne l'évolution des paysages d'un banlieue. Alors cette fois-ci, Noël, vous avez choisi le marché de Lagny-sur-Marne, peint par Édouard Cortés. Pourquoi? Oui, alors déjà parce que pour l'artiste lui-même, puisque cet artiste est un jeune prodige et fait unique dans l'histoire, il a 16 ans en 1899 et il est reçu et il est médaillé d'or aux artistes français. Donc c'est vraiment un jeune prodige qui va être très très connu parce qu'il va multiplier les vues de Paris à la Belle Époque. Et aujourd'hui on trouve dans toutes les galeries de Californie ou de Floride des œuvres Paris à la Belle Époque, extrêmement chères, extrêmement coûteuses. Mais on oublie qu'il était aussi un grand paysagiste et qu'il a peint Lagny-sur-Marne, les bords de Marne, dans une facture éblouissante de lumière, très tributaire bien sûr de l'art impressionniste puisqu'il était l'ami des néo-impressionnistes du groupe de Lagny. Alors Lagny, ça nous rappelle aussi que Lagny, pourquoi Lagny était en grande banlieue. C'est pour ça que Trésor des banlieues avec un S, parce que vous avez la ceinture autour de Paris, des villes périphériques autour de Paris, mais vous avez aussi la grande banlieue. Et Lagny revendique d'être de cette grande banlieue. On ne vit pas pareil comme on vit à Sarcelles ou comme on vit à Lagny en bord de Marne. C'est une scène très vivante et qui nous rappelle l'importance du marché. Le marché, c'est un lieu de lien social, c'est un lieu où on se parle, où on s'écoute, où on échange, où l'on sait, où on apprend que son voisin est malade, etc. Et où on traverse le temps aussi, ça traverse le temps les marchés. Voilà, et c'est très important ce que vous dites, où on traverse le temps. Parce que pourquoi? Parce que Lagny, dès le XIe siècle, obtint le privilège des comtes de Champagne de tenir une de leurs foires. Et ça va faire entrer Lagny dans une ère de prospérité très très importante. Et donc par-delà les camelots que l'on entend ici, c'est la voix de la haute époque, du Moyen-Âge que l'on entend dans ce tableau. Depuis que les femmes ne se voient plus dans les lavoirs, parce qu'avant vous aviez des lieux dans les cités, comme dans les banlieues qui étaient la campagne à l'époque, où les femmes se rencontraient plutôt en bord de rivière, hein, les laveuses, les lavandières, etc. Et les hommes dans le café du village, bien souvent. Tout Maintenant, cela, les hommes et les femmes se rencontrent au marché. Voilà, il ne reste plus que les marchés, donc c'est très important. On va rejoindre maintenant un autre secteur de l'exposition qui concerne l'art des mairies. D'ailleurs, on va se retrouver devant une œuvre assez représentative de ce thème, la maternité d'Antonio Volti. C'est l'une des plus volumineuses de l'exposition avec la borne historique située dans l'allée un peu plus loin. Toutes deux prêtées par la ville de Tremblay en France, nous vous proposons de revivre les étapes de leur incroyable déménagement. La ville de Tremblay a choisi d'exposer deux œuvres pour le moins impressionnantes. Une borne révolutionnaire classée monument historique et la maternité du sculpteur Volti. Leur spectaculaire déménagement a été l'occasion de rencontrer le maire de la ville, qui est aussi le président de l'Académie des banlieues. C'est très important de mettre en exergue les choses qui ont de la valeur. D'abord, la borne révolutionnaire, il y en a deux en Île-de-France. Et la caractéristique, c'est qu'elle garde le bonnet phrygien. Parce qu'à la Restauration, tous ces bonnets phrygiens ont été dénaturés par les tenants de la monarchie. Voilà. De Volti, parce que c'est une œuvre qui existait dans la ville, mise en place dans les années 70. C'est à l'époque la SIC, la filiale de la Caisse des dépôts et des consignations, qui a repris de grands ensembles, qui a reçu 3000 logements. Et donc, à l'intérieur de ces grands ensembles, il y avait des œuvres d'art, comme celle-ci, mais ce n'était pas mis en valeur. C'est pour ça que moi j'ai souhaité qu'elle soit déplacée et mise dans un jardin des cultures et nécessaire. À hauteur. Il y a les banlieues, il y a Paris, donc il y a la périphérie et le centre. Et bien souvent, la périphérie est marginalisée et subit des inégalités flagrantes.
Donc c'était important de mettre en valeur ce que représentent les villes de banlieue. Et puis la culture, c'est un levier essentiel de l'émancipation humaine. Donc les villes de banlieue ont fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, et depuis longtemps. L'Académie des banlieues a été créée parce qu'on voulait justement mettre en valeur ce qu'étaient les banlieues au moment où il y avait de la discrimination. Donc il fallait donner une autre image des banlieues, la vraie image, qui est celle aussi de lieux de bouillonnement, de création artistique, d'émancipation humaine, de lien social. C'était bien qu'à un moment donné, on ait un bilan global de ce qu'il y a dans les banlieues. Parce que les villes ont chacune leur spécificité, mais là on voit qu'il y a tout un courant, toute une chaîne non seulement de solidarité, mais une chaîne culturelle qui fait que la banlieue n'a pas à rougir d'être au banc de la capitale. Autre œuvre monumentale, ce Kijno de 8 mètres de long, artiste des années 60. Kijno, c'est un artiste majeur des années 60-70. Là, il rend hommage à Angela Davis, grande figure, bien sûr, du féminisme outre-Atlantique. Elle était aussi militante du Parti communiste américain, ce qu'il faut savoir. Et là, nous avons vraiment la déclinaison, si je puis dire, d'une grammaire qui a été plutôt quand même inventée par Fernand Léger, avec, vous voyez, des grands aplats de couleurs géométriques sur lesquels il va décliner cette espèce de mise en volume tubiste noire, cette peinture iconique, extrêmement décorative, et que l'on retrouve dans pas mal de mairies qui ceinturent la ville de Paris, notamment les mairies populaires, des villes populaires, puisque Kijno était lui aussi un artiste engagé, et donc très très prisé par les villes de banlieue communistes ou plutôt marquées à gauche. Alors vous l'avez mentionné tout à l'heure, on s'est baladé un peu tous les deux, et dans certaines mises en scène, il y a certains éléments qui se répondent en fait. Complètement, là vous avez donc un rappel avec cette sculpture d'Ajdu qui nous est prêtée par Bagneux et qui dialogue magnifiquement. Et là, c'est vraiment des trouvailles des scénographes. Quand on a commencé à placer les œuvres, on s'est dit, mais ça participe de la même esthétique, du même vocabulaire. Et donc, nous allons les mettre en résonance. Et ça marche magnifiquement. Alors, guerre et révolution, résonance en banlieue, vous l'avez choisi pour illustrer cette thématique. Ce thème. Ouais. Effectivement, parce qu'il me semble que c'est une œuvre vraiment très importante dans l'exposition. D'une part parce qu'elle est en regard avec une autre œuvre d'Adolphe Lalire qui a été réalisée un siècle auparavant et qu'elle nous permet de voir, de mesurer deux manières, deux grammaires, deux vocabulaires plastiques complètement différents. Et donc on peut voir un petit peu l'évolution de l'histoire de l'art durant tout le XXe siècle. Et cette œuvre ici d'Hervé Di Rosa, qu'il a faite exprès donc dans le cadre des commémorations de 14-18, du centenaire, elle est importante parce qu'autant, si vous voulez, nous avons eu dans le cadre de cette commémoration beaucoup d'œuvres un petit peu déclamatrices, un petit peu souffreteuses, voire douloureuses, autant lui l'exprime par un grand éclat de rire. Il est l'un des artistes les plus importants, bien sûr, de la figuration libre, Hervé Di Rosa. Et là, on voit toutes ses influences, aussi bien liées à la bande dessinée, au rock. Et je trouve cette peinture extrêmement, entre guillemets, rock'n'roll. C'est-à-dire que plutôt que de pleurer sur la guerre, c'est un éclat de rire qui nous rappelle ces mots de Prévert, « Quelle connerie la guerre !» Et je trouve qu'elle est qu'elle a un potentiel à la fois comique, mais aussi dénonciateur, absolument incroyable. Vous venez de l'évoquer, Noël. Certaines œuvres sont récentes, d'autres beaucoup moins. Oui. Avant d'être exposées, elles ont dû se faire refaire une beauté. C'est tout le travail de Sylvie Ballard-Brémond, cette artiste de l'ombre et restauratrice. C'est elle qui s'est occupée de remettre en état certains tableaux ici présents. Bon, là, je suppose qu'il y a... La particularité de son travail est qu'il doit rester invisible. Sylvie Ballard-Brémond est restauratrice de tableaux. C'est à elle que la ville a confié 5 œuvres endommagées qu'elle souhaitait exposer à Trésors de banlieue. Près de 2 mois de travail lui ont été nécessaires pour leur refaire une beauté. Ce sont des œuvres qui ont nécessité surtout une prise en charge au niveau conservatif, parce qu'il y avait des problèmes d'humidité, et d'autres c'était plus un côté esthétique en fait. Il y a beaucoup aussi de problèmes accidentels, c'est-à-dire des coups. Donc il y a des déchirures, des toiles qui se sont distendues, il y a eu quand même un enfoncement. Donc au préalable, je l'ai déjà remise en planéité.
Et ensuite, il va y avoir tout le travail en fait de reprise de déchirure avec du fil à fil, une incrustation. Et ensuite, il y aura une pose de pièces au revers. C'est pas seulement prendre un pinceau et puis voilà, remettre un petit peu de couleur par-ci par-là. Il faut vraiment intervenir sur la toile, sur les châssis. Les difficultés qu'on rencontre sur des œuvres qui sont de cette époque-là, contemporaine, c'est ce qui a été employé dessus. C'est la peinture, les vernis, la toile qui n'a pas été correctement apprêtée. Donc ça engendre beaucoup d'altérations par la suite. Par l'humidité, la toile qui se détend, donc la couche picturale va bouger, etc. C'est surtout ces problèmes-là, en fait, avec les peintures les plus récentes. On a beaucoup moins de problèmes avec des peintures anciennes, en fait. Dans ce métier où patience et minutie sont de rigueur, il faut aussi savoir s'effacer au profit de l'œuvre. On reste toujours en retrait de l'œuvre. C'est l'œuvre qui nous dicte vraiment ce qu'il faut faire. Hein. C'est pas à nous d'imposer. C'est de la sauvegarde du patrimoine. On est là en fait pour le futur, pour que les gens puissent les voir dans le futur. On se retrouve en compagnie de Sylvie Gilles, secrétaire de l'Académie des banlieues, à l'initiative de l'exposition. Alors Sylvie, comment est-ce que vous avez eu cette idée de faire Trésor de banlieue? Alors l'idée est venue parce que bien évidemment on a été en contact avec des tas de villes. Depuis cette dizaine d'années, on a rencontré beaucoup de villes. On a vu à quel point elles avaient accumulé des œuvres. Alors pourquoi elles les accumulent? Parce que d'abord elles soutiennent la création, elles offrent à leur population des activités culturelles innovantes. Donc elles ont constitué ce que nous on appelle des trésors aujourd'hui. Mais c'est des trésors qui ne sont jamais vus, parce que soit ils sont en mairie, soit ils sont dans des réserves, mais en tout cas on les voit peu ou pas. Nous, notre idée, ça a été on s'est dit, mais c'est fabuleux, vraiment, il y a des choses qui sont magnifiques dans ces communes, qui sont ignorées, on va essayer de les rassembler. On a eu, d'abord, il a fallu qu'on trouve la ville qui accueille l'exposition, donc c'est Gennevilliers qui a accepté d'accueillir cette exposition, ce qui était très bien parce qu'il y a le lieu qui est magnifique, cette halle est magnifique, c'est à côté du métro, donc vraiment, il y avait toutes les conditions. Un avenir pour cette exposition? Une tournée peut-être? Alors non, elle est unique, elle est à Gennevilliers pendant 2 mois. Non, parce que c'est trop difficile. D'abord, il faudrait qu'on trouve l'endroit et c'est énorme. Hein. La scénographie a été faite pour cette exposition. On ne pourrait pas le faire ailleurs. Il y aura peut-être une biennale, on nous le demande maintenant. On espère que ça se fera parce qu'il y a des tas d'autres trésors qui sont à voir dans ces villes. Mais pour l'instant, elle est à Gennevilliers et c'est très bien comme ça. D'où le caractère unique et exceptionnel. Merci Sylvie Gilles. On rejoint maintenant Noël Corret devant les Rimbaud d'Ernest Pignon. Ernest. Noël, en quoi cet artiste est-il précurseur du street art? Alors, vous parlez de street art et moi je préférerais, concernant Ernest Pignon-Ernest, parler d'art urbain. C'est pas la même chose? Non, parce que le street art concerne plutôt tout ce qui relève du graphe et du détournement des objets. Nous en avons d'ailleurs là un exemple magnifique avec cette mobilette revue façon street art par Ouzani, l'artiste Ouzani. C'est un objet magnifique, très rutilant, vous voyez, alors que Ernest Pignon-Ernest n'est pas un graffeur. C'est un dessinateur. Et art urbain, pourquoi? Parce que dès les années 1966, en cela, il est vraiment un précurseur. Il produit des œuvres éphémères qu'il décline comme ça dans plusieurs villes, des grandes villes, hein, ça peut être Milan, Paris, etc., mais aussi en banlieue. Et donc, il rend souvent hommage à des événements à des personnages qui ont vécu dans ces villes ou à des événements historiques ou de l'actualité. Et là, donc, nous avons un hommage de l'artiste à Arthur Rimbaud, avec cette suite Rimbaud que nous prête la ville de Montrouge et que je trouve d'une intensité plastique et poétique absolument extraordinaire. C'est 3 sérigraphies qui encadrent un dessin original et je vois derrière Arthur Rimbaud toute cette jeunesse parfois désœuvrée comme nous l'avons été quand nous étions post-adolescents. J'y vois James Dean, j'y vois Elvis Presley, j'y vois aussi les Chaussettes Noires, j'y vois un petit peu toute cette jeunesse des années 50, mais aussi celle d'aujourd'hui. Alors en parlant de jeunesse, on voit tout autour de nous des classes qui sont en train de visiter l'exposition. Trésor de banlieue entend mettre la culture à la portée de tous et ce travail commence dès la maternelle. Au total, quelques 300 classes, dont près de 200 venues de Gennevilliers, visiteront Trésor de banlieue. 6 thèmes, conçus à partir de ceux déclinés dans l'exposition,
ont été proposés aux enseignants de la maternelle à la fin du lycée. Ce matin-là, c'est une classe de petite section qui se presse à l'entrée de la halle. Les emmener voir une exposition, je pense que pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils sont confrontés à des œuvres d'art. Donc je me dis que c'est bien de les ouvrir à ça dès leur plus jeune âge, pour qu'ils apprennent à avoir un regard un peu sur les œuvres, enfin sur les choses qui les entourent, pour leur apprendre à observer, à se questionner. Voilà. Pas évident pourtant de capter l'attention des plus jeunes. Mais pour cela, les médiatrices ont leur petit secret. Avec les plus petits, il faut être dans le sensible, donc dans les couleurs, dans les matières. Sachant qu'il y a plusieurs œuvres dans les mêmes conteneurs, il ne faut pas forcément se concentrer sur une seule œuvre parce que leur regard va un petit peu aller sur les autres qui sont à côté et puis on va forcément comprendre exactement de quelle œuvre on parle. Donc du coup on a du matériel de puériculture qui nous permet d'aborder un petit peu les choses avec eux. Mais moi j'aime bien. Toi t'aimes bien ? Ça fait de la lumière aussi. Moi j'aime bien, d'accord. Il faut changer régulièrement. D'où les outils. Voilà, faut amener leur attention. Alors soit changer d'œuvre, soit ouvrir un livre, on ferme le livre, on le lit pas en entier, on passe à un objet à manipuler. Après on repasse à un filtre. On a aussi les petits coussins tactiles pour les textures. Il faut un petit peu changer comme ça. Et puis quand ça passe vraiment plus au niveau de la lecture de l'œuvre, hop, on passe en activité et là c'est manuel et forcément ça... Il y a une diversité qui fait que je pense qu'ils peuvent être touchés par plein d'aspects, que ce soit au niveau des formes, des couleurs, mais en même temps on a vu des tableaux avec des bateaux, des trains qui retracent une époque aussi. Donc c'est bien de leur montrer que justement une œuvre d'art c'est multi-support, multiforme en fait. Et puis ils peuvent être sensibles à différentes choses. Du coup il y en a un peu pour tous les goûts finalement. C'est une approche assez diversifiée. Alors Noël, cette fois-ci, on se retrouve devant un tableau qui a une très jolie histoire. Oui, c'est une redécouverte ce tableau, parce que figurez-vous qu'il n'a jamais été présenté depuis plus de 50 ans. Il s'agit de Saint-Herblanc, qui nous est prêté par la ville de Bagneux. C'est un tableau que l'on connaissait parce qu'il était dans l'église de Bagneux, et on l'avait reproduit sur de vieilles cartes postales. Et puis, il a disparu, et il a été retrouvé récemment roulé dans une cave, dans un état absolument épouvantable, et il a été restauré expressément pour l'exposition. C'est Pascal Dagnan-Bouvray, l'auteur est très important, c'est un peintre naturaliste, symboliste de la fin du 19e siècle, qui était très très célèbre à l'époque. Regardez l'intensité du regard qui est absolument incroyable, la dureté de ce regard qui est complètement transfiguré, et avec une présence tout à fait indicible de ce Saint-Herblanc. Donc c'est vraiment une redécouverte, une renaissance pour l'œuvre elle-même. Vous voyez, c'est important, c'est une magnifique histoire quand même. Oui. Et c'est pour le public, voilà, l'occasion de découvrir avant tous les musées, parce que ce tableau va être évidemment très demandé. Voilà, c'est une grande première que nous proposons ici à Gennevilliers. Et on termine par le trésor des trésors, le Chagall. C'est un tableau vraiment absolument remarquable, c'est un peu la star effectivement de cette exposition. Et ce tableau a aussi, lui, une très très belle histoire, figurez-vous. Une histoire que je vais vous raconter. Et puisqu'il provient d'une collection particulière, il nous est prêté par la ville de Fontenay-sous-Bois. Ce tableau était très longtemps dans une collection particulière de la ville. Et ce monsieur qui avait des difficultés pour vivre, c'est la ville de Fontenay qui l'a aidé, qui l'a épaulé, les services sociaux de Fontenay-sous-Bois. Et en échange, quand il est mort, il a décidé d'offrir, avant de mourir, d'offrir cette œuvre à la ville de Fontenay-sous-Bois. Autre particularité de ce tableau qui en fait un trésor des trésors? Déjà d'une part, c'est inouï de pouvoir présenter un Chagall ici dans la halle des Grésillons. Mais c'est parce que ce tableau, pour moi, finalement, nous parle. Il nous parle aujourd'hui. Vous savez que Chagall, c'est l'art de mettre les gens en apesanteur. Chagall est autant poète que peintre. Et dans n'importe quel de ces tableaux, vous avez toujours des gens qui s'envolent par-dessus les toits. Et vous avez, si vous regardez bien celui-ci, avec cette magie de coloriste qu'il habitait, vous avez un moment un enfant que l'on voit marcher sur les mains. Et cet enfant-là, pour moi, c'est la jeunesse de toutes ces banlieues qui, avec cette culture hip-hop, tournent sur la tête, marchent sur les mains, sautent de toit en toit. C'est vraiment, ils font du Chagall à l'état pur. Et donc c'est toute cette poétique de cette jeunesse de la banlieue que je retrouve moi dans ce tableau. Jolie conclusion pour notre rencontre Noël. Merci de nous avoir fait découvrir quelques-unes de ces pépites.
C'est moi qui vous remercie. Voilà, à très bientôt, j'espère. Voilà, vous avez un aperçu de ce qui vous attend à la Halle des Grésillons. L'exposition se tient jusqu'au 30 novembre. De nombreuses animations sont prévues. Vous pouvez retrouver le programme sur le site internet. Et on se quitte sur cette phrase de Joe Star qui ouvre aussi le catalogue de l'exposition. La banlieue, c'est comme un sac à dos, ça ne vous quitte pas comme ça.